Dring! Le réveil vient de sonner. Aujourd'hui, je vais laisser l'IA contrôler tout ce que je fais. Mais pour un jour seulement. Voyons si ce robot va pouvoir m'aider à survivre à cette journée. J'attrape mon ordinateur portable, j'ouvre ChatGPT et je tape la question la plus importante qu'un Homo sapiens puisse poser à une IA le matin. Que dois-je prendre au petit déjeuner? Le chabot répond « Bonjour, que diriez-vous d'œufs brouillés avec du pain grillé et d'un avocat en accompagnement? Ou si vous avez envie de quelque chose de sucré, vous pouvez préparer des crêpes ou des gaufres avec des fruits frais et du sirop. Une autre option serait un burrito avec des œufs brouillés, du fromage et de la viande ou des légumes. Au choix, j'espère que je vous ai aidé. Tiens, ce robot a l'air plutôt sympa et le menu qu'il me propose est plutôt bon. Mais je me sers mon café comme d'habitude et j'ignore les conseils du chabot. Qui au juste a le temps de cuisiner tous ces délices de bon matin? Je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche et maintenant je dois choisir quelque chose à me mettre. Chatbot, j'ai besoin de ton aide. Que vais-je porter aujourd'hui? Ça dépend de vos projets pour la journée et du temps qu'il fait. S'il fait chaud, il est préférable de porter quelque chose de léger et d'aéré, un short et un t-shirt par exemple. S'il fait plus frais, vous pouvez opter pour un jean et un pull. Si vous avez prévu des événements ou des activités spécifiques, vous devez vous habiller en conséquence. Mais l'important, c'est de porter des vêtements qui vous font vous sentir bien. Oui, c'est logique, mais ce n'est pas très instructif. Bien, aujourd'hui, comme il fait beau, je n'ai pas très envie de travailler. Peut-être que je devrais ne rien faire du tout. Qu'en pensez-vous, monsieur GPT? En tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je n'ai pas accès à vos horaires de travail ni à vos responsabilités. Il est préférable de vérifier auprès de votre employeur si vous devez vous rendre au travail aujourd'hui. Oh là là, quelle barbe! Vous savez quoi? Ce chabot est exactement comme ma mère. Elle dit toujours la même chose, sauf qu'elle est bien humaine, elle. Peut-être pouvez-vous au moins me donner une excuse pour mon patron, cher chatbot. Je suis désolé, mais en tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je ne peux pas inventer un mensonge pour vous. Vous devez être honnête avec votre employeur et lui communiquer tout changement dans vos disponibilités ou votre emploi du temps. Si vous devez prendre un jour de congé, il est préférable d'être franc et de fournir une raison valable pour votre absence. Ce chabot est vraiment comme ces premiers de la classe insupportable à l'école. Enfin, GPT est une invention super cool si l'on a une question concrète, mais pour le reste, il peut vous donner une bonne recette, vous aider à faire vos devoirs ou même un projet professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Tout bouge extrêmement vite autour de toi. Tu traverses une espèce de vortex sans pouvoir t'arrêter. Tu vas de plus en plus vite et puis tu vois une lumière tout au bout. Soudain, l'obscurité. Tu te réveilles au bout de quelques secondes dans un monde de pixels. Tu es dans une forêt entourée d'arbres et de rochers géants. Tu te lèves et tu regardes autour de toi. Il y a du vent, mais tu ne le sens pas sur ta peau. Tu regardes tes mains et tu vois que tu portes des gantelets. Il y a un bouton sur ta main gauche avec ton avatar. Tu cliques dessus et tu vois ta tenue complète ainsi que des statistiques. Il semblerait que tu sois habillé en bandit du désert avec un châle couvrant ton visage. Il y a une option qui montre une sélection de peaux. Tu les parcours et tu découvres tout un tas de tenues toutes plus délirantes les unes que les autres. Tu réalises que ce que tu portes ne convient pas à ton environnement. Alors tu choisis autre chose, un manteau avec une capuche pour couvrir tes cheveux. Après avoir changé de peau, tu te promènes afin de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin. Tu entends du bruit provenant de ce qui semble être un petit village. Tu t'y rends et tu marches dans la foule. Tu peux voir le profil et les statistiques de chacune des personnes. Tu reçois une notification. Tu t'es inscrit à un programme expérimental qui te permettra de rester dans ce monde virtuel pendant 365 jours. À la fin de cette expérience, tu recevras 5 millions d'euros si tu trouves le trésor secret. Selon les organisateurs, il te faudra 1 an pour le trouver. L'horloge commence à tourner. Les 10 premières personnes qui trouveront le trésor gagneront le prix. Tu t'approches de différents kiosques et tu essaies d'agir dans ce monde, mais rien ne fonctionne. Après avoir marché un moment, tu reçois une notification qui t'indique qu'un autre participant se trouve à proximité. Il n'est pas très loin sur la carte, mais tu ne sais pas qui il est ni à quoi il ressemble. Tu t'approches du personnage et tu vois qu'il s'agit d'une femme mage habillée de manière excentrique. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle te dit que chaque conversation est enregistrée, alors tu dois faire attention. Elle te montre certaines fonctionnalités que tu n'avais pas vues.
Elle a le pouvoir de te transporter vers d'autres métavers. Elle ouvre un portail et t'emmène dans une autre réalité à travers un vortex similaire à celui que tu as traversé pour venir ici. Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans une ville déserte. Il pleut abondamment. Tu reçois une notification indiquant que tu te trouves dans une région inconnue du métavers. Tu changes de vêtements pour te fondre dans l'environnement que tu commences à découvrir. Sur la place de la ville, tu comprends que cet endroit se trouve du côté obscur du métavers. La fille t'a fait faire fausse route pour te retarder dans ta chasse au trésor. Tu ne la retrouves pas et tu ne peux pas non plus te transporter dans un autre métavers. Une autre notification s'affiche, te montrant que 2 autres participants à l'expérience se trouvent non loin. Tu te mets en route en faisant attention à chacun de tes pas. Enfin, tu tombes sur un des participants. Il ressemble à un lézard géant. Il t'aborde et te dit que cet endroit n'est pas sans danger et que tu devrais le suivre. Mais cette personne te paraît suspecte. Il t'emmène dans une ruelle et tu réalises que les choses vont mal tourner. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, tu es transporté dans une ville à l'allure futuriste. Il y a là des milliers d'utilisateurs. Ton costume attire beaucoup l'attention. Alors tu choisis une tenue plus moderne pour te fondre dans la masse. Tu explores la ville et tu vois de nombreuses marques familières du monde réel. Ce métavers fait des profits grâce à une technique de publicité ciblée. La plupart de ces publicités montrent des produits que tu peux acheter dans ce monde virtuel. Tu vérifies ton solde et tu vois que tu as assez de crypto-pièces pour t'acheter ce dont tu as besoin. Mais l'expérience ne te fournit qu'une certaine somme par jour. Si tu enfreins une règle, cette somme sera déduite. Et comme dans le monde réel, tu as besoin d'argent pour survivre ici. Mais tu n'as pas besoin de nourriture ni d'eau. Dans ce monde, on ne te vend que des articles te permettant de progresser. Tu vois d'autres participants assister à une fête avec des célébrités. Mais tu ne peux y accéder qu'en achetant une paire de chaussures spéciales sous forme de NFT. Il s'agit de jetons non fongibles qui certifient que tu es bien le propriétaire de tel ou tel objet, même s'il en existe plusieurs versions. Il sera enregistré à ton nom dans le domaine public. Mais le problème, c'est que ces chaussures coûtent très cher. Comme tu ne peux pas attendre d'avoir suffisamment d'argent, tu cherches un moyen d'assister quand même à la fête. À un moment, tu remarques une personne sur le point d'entrée et tu l'abordes. Tu lui proposes d'échanger une de tes précieuses peaux contre ses chaussures. Après avoir négocié, il accepte enfin et tu peux accéder à la fête. Tu passes les portes et tu te mêles à la foule. La fête a pour thème le hip-hop. Tu changes donc de peau et tu essaies de trouver d'autres personnes comme toi. Mais en vain. Tu vois une décoration dans la salle, ton premier indice vers la découverte du trésor. Les gens à la fête, remarquant que tu fais partie de l'expérience, tentent de te mettre à la porte. Mais après avoir esquivé les vigiles, tu attrapes la décoration et tu trouves un endroit sûr. La décoration indique que pendant les prochains mois, tu devras visiter les 4 coins de la Terre. Tu ne peux pas sauter dans n'importe quel métavers au hasard. Il faut que ce soit des métavers adjacents. Tu passes donc de cette façon d'une partie du métavers à une autre à la recherche d'indices, collectant de précieux NFT pour les échanger avec d'autres participants afin d'accéder à tel ou tel endroit. Tu visites des déserts brûlants, des pays en bonbons, tout un tas de mondes différents. Quelques mois plus tard, ta quête se termine enfin. Tu trouves ta dernière destination, une ville flottant dans les nuages. Tout y marche à l'énergie éolienne et grâce à des oiseaux géants. Tu reçois une notification qui dit « Tu es très proche du trésor. Tu dois franchir le seuil de la réalité pour le trouver. » Tu te grattes la tête, perplexe. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Soudain, tu vois la fille qui t'a transporté dans cette ville dangereuse au tout début. C'est l'une des rares personnes à être parvenue aussi loin que toi. Mais elle disparaît vite dans la masse. Tu ne peux pas la laisser te battre, alors tu pars à sa poursuite. Tu la vois courir à travers la foule. Mais des gens t'arrêtent pour discuter avec toi. Elle monte sur un aigle géant et s'envole. Tu passes les 2 mois suivants à essayer de savoir où tu dois aller. Tu revisites certains lieux pour voir si tu n'as rien manqué. Il ne reste plus qu'1 mois avant la fin de l'expérience. Tu réalises alors que tu t'y es mal pris depuis le début. Tu te téléportes et tu pénètres dans le vortex. Tu te trouves maintenant au seuil de la réalité.
Alors que tu flottes dans l'espace, tu arrêtes la téléportation à mi-chemin et tu te figes. Tu consultes tes statistiques et tu vois que tu ne peux plus accéder à rien, sauf un bouton caché. Tu as déjà annulé de nombreux voyages à mi-chemin, mais cette option n'était pas disponible jusqu'à présent. Tu cliques dessus et tu te retrouves dans un territoire entre la réalité et l'espace virtuel. Tu es dans les limbes. Tout semble si réel ici. Tu peux même sentir les objets et la température. Mais l'environnement est instable et tu essaies de sauter sur les carreaux de marbre flottants pour atteindre le diamant. Il y a du feu autour de toi. Tu te dis que ce n'est pas réel et qu'il ne peut rien t'arriver. Tu sautes et tu atteins enfin une limite. L'espace virtuel présente des signes de défaillance à mesure que tu t'approches du diamant. Tu l'attrapes et l'ajoutes à ta collection. Tu lis un message, le trésor est en toi. Un menu secret s'ouvre et tu vois les 5 millions d'euros sur ton compte ainsi qu'une option de déconnexion. Tu cliques dessus. Un autre vortex te ramène à la réalité. Tu enlèves tes lunettes de réalité virtuelle et tu vois que tout cet argent est bien sur ton compte en banque. Autour de toi, les autres participants sont toujours à l'intérieur du jeu. Après avoir regardé l'heure, tu t'aperçois que tu n'es resté que 12 heures dans le métavers, bien que tu aies l'impression d'y avoir passé un an. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes.
Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être.
Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme.